Mais quand Houphouët-Boigny a fait appel à Alassane Ouattara, il savait qu'il était en train de partir, il était très malade, il a appelé Alassane Ouattara, il a préféré, il a jeté son dévolu sur Alassane plutôt que sur un autre Ivoirien, parce que, au fait, se plaisait à dire que les rois baoulés ne désignent pas leur héritier. Quand Alassane est venu, la première mesure qu'il a prise vis-à-vis des ressortissants de la sous-région, c'est l'instauration de la carte de séjour. Il y en a qui ont perdu tous leurs biens parce que ne pouvant pas accéder à la carte de séjour. Ça, c'est la première mesure qui devait alerter la sous-région. Nous, désormais, nous avons à affronter la France, nous affronterons la France, et ça a commencé il y a 2 mois, ça va continuer, parce que ce qui doit être dans les cartons, c'est la sortie carrément du CFA. La sortie du CFA. Et ça, on ne peut pas faire économie de ça. Sinon, on n'aura rien fait. Parce que les djihadistes là, la plupart sont venus de la Libye. Nous n'avons aucune frontière avec la Libye. Mais ils ont mis leur pour la France, pour les raisons qu'on avait citées au départ. Donc, la France survole notre territoire. La France lâche des ballots, la France lâche des armes. Et dernièrement, Tessit a été attaqué. Nous avons perdu 42 de nos soldats. Mais quand il y a eu ratissage après l'attaque, on a retrouvé parmi les 67 cadavres 37 Français. Il faudrait que le Mali aussi, le pouvoir, montre ces cadavres-là. Ce n'est pas cynique, mais ça permettra à l'opinion nationale et internationale de se faire religion. Il y a eu des gars parmi eux. Il y a eu d'autres nationalités, 67 en tout. Bonjour, chers téléspectateurs de TLR TV. Je suis donc Diogène Seni. Je suis très heureux de vous retrouver encore dans cette émission Umoja Ninguvu, qui est en Swahili, qui veut dire l'union fait la force, les solutions panafricanistes. Je l'ai dit dans la première partie, nous avons donc la chance, l'honneur de recevoir une grande sœur, une femme engagée, qui a une connaissance importante de l'Afrique, pas que du Mali. Peut-être qu'à d'autres occasions, nous parlerons de son expérience au Gabon ou bien en Côte d'Ivoire comme enseignante, qui est rentrée au Mali pour faire profiter son pays d'origine de son expérience dans le monde de l'éducation. Elle a une expertise interne sur les questions d'éducation et évidemment sur les questions sociopolitiques. Elle est au cœur des enjeux, notamment du groupement politique qui fait parler de lui depuis à peu près 3 ans, le M5, RFP, dont le docteur Shogel Maïga est donc le président du comité stratégique. Et donc, elle va nous donner dans cette deuxième partie des éléments supplémentaires de compréhension. Nous reviendrons donc dans cette première partie sur les relations que le Mali entretient avec les pays de la sous-région. C'est ce que la CEDEAO a joué comme rôle dans le conflit malien actuellement. Évidemment, l'UA, si c'est possible. Nous parlerons aussi dans la deuxième partie de l'affaire des 49 soldats ivoiriens qui se trouvent au Mali aujourd'hui, ce qui crée quasiment une polémique quotidienne des mêmes enfants du continent, c'est-à-dire que des Maliens et des Ivoiriens, parce que les dirigeants n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et donc, les peuples, au final, y compris les artistes, le monde de la culture, ce qui est encore plus grave, c'est cela, c'est-à-dire que le monde qui devrait unir est en train de se déchirer, notamment le monde de la culture. Ça doit nous interpeller. Et enfin, nous parlerons de la plainte que le Mali
a déposé auprès du Conseil de sécurité contre la France, qui est une nouveauté. Voilà. Donc, grande sœur, encore une fois, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre entretien. Première question. Pouvez-vous nous parler des relations, en tout cas l'état des relations que le Mali entretient avec la sous-région? Je pense en particulier à un pays comme la Côte d'Ivoire, mais je peux aussi parler du Togo. Le président togolais, Eyadema Fils, pour ainsi l'appeler, a joué un rôle dans la crise du Mali. On peut aussi parler du Ghana, le président du Ghana qui a été le président de la CEDEAO. On a l'impression que comment on appelle ça, l'héritage du panafricanisme de Kwame Nkrumah, il ne le porte pas, visiblement. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'état des relations du Mali dans le cadre de la sous-région? Exécrable. Ah ouais. Exécrable Ah ouais. parce que, et d'ailleurs, ça peut s'expliquer parce que moi, je vais remonter plus loin. La CEDEAO, c'est l'ancêtre de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEAO. Ça a été créé en 1970, si j'ai bonne mémoire, j'étais au lycée. Il y a eu un sommet ici auquel ont participé 6 chefs d'État, dont Houphouët-Boigny. Et tout le monde a souvenance que Sékou Touré était farouchement opposé à Houphouët-Boigny et à Léopold Sédar Senghor, à tort ou à raison, mais des fois à raison, hein, parce que le référendum de 58 est passé par là. Et la France qui est rancuneuse, la France qui ne voit en l'Afrique qu'un continent pourvoyeur de matières premières, ne peut avoir que ce genre de regard sur l'Afrique. En ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, je disais donc que l'ancêtre de la CEDEAO, c'est la CEDEAO, mais c'est en 77 qu'on a donné d'autres missions à la CEDEAO et qu'on a élargi le champ. Donc, nous étions 16 États. La Mauritanie en est partie, n'est jamais revenue. Aujourd'hui, la CEDEAO compte 15 ans. Mais quand Houphouët-Boigny a fait appel à Alassane Ouattara, il savait qu'il était en train de partir, il était très malade, il a appelé Alassane Ouattara, il a préféré, il a jeté son dévolu sur Alassane plutôt que sur un autre Ivoirien, parce que Houphouët se plaisait à dire que les rois baoulés ne désignent pas leur héritier. Quand Alassane est venu, la première mesure qu'il a prise vis-à-vis des ressortissants de la sous-région, c'est l'instauration de la carte de séjour. Il y en a qui ont perdu tous leurs biens parce que ne pouvant pas accéder à la carte de séjour. Ça, c'est la première mesure qui devait alerter la sous-région. Mais on va aller très vite. Tout le monde connaît l'histoire récente de la Côte d'Ivoire depuis le décès de Houphouët-Boigny, les empoignades entre, comment dire, Boabo, Bédié et tout le reste. On ne va pas refaire l'histoire, mais ce que nous retenons, nous, parce que la Côte d'Ivoire étant une des sous-préfectures, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est comme ça que nous les appelons dans la sous-région. Ces deux-là sont des sous-préfectures, donc ils sont au bord de la France. La preuve, l'écho sur lequel des chefs d'État ont travaillé pendant des années. Des cadres qui se sont arrachés les cheveux pour mettre en place
ce qu'il faut pour aller vers l'éco dont l'application a été toujours avancée. On sait que l'année dernière, par exemple, en 2-3 minutes, ils ont défait et Macron s'en est appuyé à telle enseigne que dans la sous-région, on ne parle plus de monnaie commune. On en a parlé il n'y a pas longtemps, mais les gens sont complètement retournés abasourdis, ils ne savent pas quoi faire ou quoi dire. Et donc, je vous disais que parce que Choguel est Premier ministre, même celui qui était censé venir à la rescousse du Mali, c'est-à-dire le Ghanéen, qui pourtant n'avait pas de très bons rapports avec Macron. Ça finit par se corriger. On a eu l'impression de la CEDEAO, comme à la CEDEAO, il n'y a pas de vote. Tout se fait par consensus. C'est ce qui nous a perdu. Ils nous ont imposé non seulement la fermeture des frontières, mais ils ont mis sous cloche notre pays pendant 6 mois. 6 mois, c'est la moitié d'une année. Un pays en guerre qui doit s'autofinancer. Un pays en guerre qui n'a pas des leviers pour fonctionner. Un pays en guerre complètement appauvri, qui n'arrive pas à travailler, qui n'arrive pas à se nourrir, dont les enfants tombent par centaines chaque jour que Dieu fait. Mettre ce pays-là sous cloche, ça veut dire qu'ils avaient leur agenda, ils avaient mesuré tous les impacts sociaux, les impacts économiques, les impacts sécuritaires, les impacts politiques et les impacts diplomatiques. Parce qu'à partir de ce moment, ils ont essayé de couper le Mali du reste du monde et d'ailleurs, les nègres blancs que nous avons ici ont surfé sur ça pour dire que c'est la transition qui a isolé le Mali. Le Mali n'est pas isolé parce que le Mali est défendu au Conseil de la sécurité par la Russie et la Chine. On en a les preuves chaque matin, fort heureusement. Sinon, en ce qui concerne l'embargo même, Macron s'en est saisi pour aller plaider pour la CEDEAO, que toutes les mesures de la CEDEAO soient appliquées pour que le Mali, pour que le Mali soit effacé de la carte. Et donc, à la CEDEAO, nous n'avons pas beaucoup d'amis. D'accord. Force et Adema, qui, à son corps indépendant, a quand même essayé, a tout fait. Évidemment, quand tout le monde a été usé, parce que c'est les peuples. Et nous, justement, nous sommes en connexion avec des panafricains, dont vous d'ailleurs, au Congo, avec d'autres panafricains, pour obliger la CEDEAO à devenir la CEDEAO des peuples. Parce que dans le préambule de la CEDEAO, il est écrit, c'est signé par les chefs d'État. C'est la CEDEAO des chefs d'État, alors que les Nations Unies, c'est les Nations Unies des peuples, même si De Gaulle en a pensé autre chose. De Gaulle a dit que les Nations Unies, c'était machin. Donc, voilà ce que moi je pense, tout le bien que je pense de la CEDEAO, et de sorte que nous, désormais, nous avons à affronter la France, nous affronterons la France, et ça a commencé il y a 2 mois, ça va continuer, parce que ce qui doit être dans les cartons, c'est la sortie carrément du CFA. La sortie du CFA. Et ça, on ne peut pas faire économie de ça. Sinon, on n'aura rien fait. Je pense que la logique voudrait que vous puissiez vous débarrasser complètement de tout ce qui pourrait
gêner ou venir de la France, dans la mesure où vous êtes allé tellement loin. Ça montre bien qu'il y a un divorce désormais entre nos institutions, les régimes que nous proclamons comme étant des régimes portés par les peuples et le peuple africain. Le peuple africain, je veux dire par là la jeunesse africaine, on ne peut pas le nier aujourd'hui, elle est majoritaire sur le plan démographique, elle aspire complètement à autre chose et vous avez le devoir justement de lui donner les moyens d'assurer son avenir. Donc, on parlait de la CEDEAO. Finalement, on va arriver à la Côte d'Ivoire. On va faire un focus sur la Côte d'Ivoire avec les 49 soldats ivoiriens qui sont donc en ce moment au Mali. On entend tout et évidemment, excusez-moi de la familiarité, n'importe quoi. Le Mali serait aujourd'hui un pays qui est capable de retenir des soldats de façon totalement injuste. Et en Côte d'Ivoire, il y a aussi une irrationalité qui s'est emparée d'une partie de la population. Mais il faut saluer d'autres Ivoiriens qui sont debout contre ça. Je pense à la grande sœur, enfin à la dame, à Madame, je crois que c'est Pulchéry Ballet, il me semble, qui est arrêtée en ce moment pour avoir voulu réunir les Ivoiriens autour de cette question des 49 soldats. On l'accuse d'avoir attenté à la sûreté, etc., etc., ce qui est totalement ridicule. On peut bien avoir une voix discordante dans un pays sur des sujets comme cela. Il n'y a pas à accuser des personnes de coup d'État pour ça. En tout cas, je profite de l'occasion par notre émission pour lancer un appel aussi pour sa libération. Je pense que en tant que panafricanistes, nous n'avons pas de frontières, justement. Donc, comment vous pouvez nous donner des éléments d'explication sur cette affaire de 49 soldats ivoiriens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Mali était devenu une république bananière. Le Mali était géré par la France à travers les accords de défense qui prévoient que un soldat français, même s'il arrivait qu'il tue des Maliens, il ne sera pas jugé. Tout ce que la France amène pour le compte de Barkhane n'est pas regardé par la douane, ne peut pas être saisi. Et donc, le Mali ressemblait plutôt à la cour du roi Péto. Et ça, les changements qui sont en cours, et évidemment, à ces chefs d'État, en l'occurrence à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, quand il a maille à partir avec Boabo, sa mère a été recueillie ici par Amadou Toumani Touré. On n'a pas peur de le dire. Hein. Et les Djoula, qui sont du Mali, ont soutenu Alassane Ouattara parce que eux se disent que c'est leur. Ils l'ont soutenu, ils l'ont aidé à accéder au pouvoir, évidemment. Ils ne sont pas les seuls. Hein. On sait très bien les va-et-vient qu'il y a eu, Omar Koussi, il y a eu Ouaga, etc., etc. Donc, Alassane n'a pas eu la capacité d'apprécier ce qui se passait au Mali. Alassane a transformé la Côte d'Ivoire en base arrière pour les casseurs de la République, pas les opposants, hein, les casseurs de la République. Et Boubou Cissé, l'ancien premier et ministre des Finances, Karim Keïta, Tchema Hubert, ENA et NEA, ou je ne sais pas, je vais l'écorcher son nom, je ne le connais pas très bien, Camara, qui s'est proclamé, qui s'est autoproclamé président du Mali à l'orée de, comment dire, avant même la prise des textes qui allait consacrer le prolongement de la transition. Ça, c'est juste entre autres. Ils sont tous là-bas. Tous ceux qui ont contribué à casser la République. D'ailleurs, on a lancé un mandat d'arrêt international sur la plupart d'entre eux. Ils sont tous en Côte d'Ivoire. Ou bien ils y viennent, ils sont reçus, ils ont un chic ouvert, ils parlent avec Alassane, et ils leur refilent
des informations, sauf qu'eux sont coupés aujourd'hui de la réalité du Mali. Alassane pense que, comme d'État, on peut comprendre ce qui se passe au Mali. Mais il n'en a pas une bonne lecture. Eux n'écoutent que ceux qui les adoubent, ceux qui se mettent, prosternent devant eux, etc., etc. Mais le plus difficile, c'est, je vais faire quand même un petit focus sur, comment dire, le Sénégalais, qui est né après l'indépendance. Qui est né après l'indépendance, donc n'a pas vécu la fédération du Mali, l'éclatement de la fédération, qui a entendu parler de Tcharoy et tout, qui n'est pas Senghor. Senghor était agrégé de grammaire. Senghor a enseigné au lycée Louis de Grand. Senghor a épousé une fraise. Senghor a été académicien. Donc, pour nous, Senghor, c'est d'abord un blanc. Mais tout le monde a suivi sa visite en Russie. Pendant qu'ils ont mis, il a contribué à mettre le Mali sous cloche. Il a contribué à casser son propre pays, parce que l'arrière-pays du Sénégal, c'est le Mali. Plus personne ne fréquente le port de Dakar, à part le Mali. Et la fréquentation était tellement importante que Alassane Sall avait commencé à construire un port en eau profonde. C'est dire l'intensité des échanges entre le Mali et le Sénégal après le coup d'État en Côte d'Ivoire. Quand c'était plus possible, on s'est retourné vers eux. Il est en territoire qui est que lui, parce qu'il a 40% de l'UEMOA, évidemment, à travers les entreprises de sociétés françaises. Le poids financier, c'est 40%, donc il peut tout se permettre. Il a fait pour imposer l'embargo, mais la justice le dira parce que les enquêtes sont en cours. La question des 49 mercenaires ivoiriens est devant la justice. Ils sont mis sous mandat de dépôt. Et on voit que les gens s'agitent, des soi-disant religieux, moi je vais les appeler comme ça, sont venus, mais ils n'étaient pas musulmans quand leurs congénères musulmans souffraient au Mali, quand ceux-ci ne mangeaient pas. Et c'est aujourd'hui qu'ils se mettent à la solde de Ouattara, ou alors ils ont été sollicités par Ouattara, peu importe. En tout cas, ce qu'on en entend, c'est pas ce que je vais vous dire. D'après moi, le Mali officiel a mis leur sort entre les mains de la justice. Et comme nous voulons aller à l'état de droit, on veut que notre pays soit un pays de dignité, de liberté. On sait très bien qu'ils ont ils sont pas encore emprisonnés, mais les musulmans, une délégation, d'après ce qu'on en entend, de 32 personnes sont venues. Et oui, on est pareil. Non, la France et l'Allemagne, pendant, comment dire, au XXe siècle, ils ont mis le monde entier en guerre sur plus de 10 ans. L'Union soviétique a perdu combien? Au moins 1 million de personnes. Donc, on est des voisins, c'est très bien, hein? Mais on est des voisins pour, si on ne s'aime pas, on se respecte, on observe la bienséance, on respecte les règles de convivialité, si ce n'est pas possible, chacun reste dans son coin. Qu'il y ait 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Mais les Baoulés eux-mêmes sont descendus du Ghana. Faites Boigny le disait. La reine Pokou, elle est venue du Ghana. Absolument. La plupart des Ivoiriens sont des étrangers comme eux. Même après 3-4 générations, on vous appellera toujours étranger. C'est comme ça. Lui-même, Alassane, tout le monde dit qu'il est du Burkina.
Donc, consoeur. Une espèce d'importance. Mais Donc, le sort de oui, ces 49 oui, est entre les mains de la justice malienne. la justice. Ce que je voulais vous demander comme précision ici, donc ces soldats sont rentrés au Mali avec des identités qui sont douteuses d'une part, est-ce que vous le confirmez? Et d'autre part, est-ce que vous vous joignez à tous les messages de paix entre les Ivoiriens, les Maliens, les autres Africains pour appeler à ce que cette affaire soit réglée dans, on va dire, dans les normes et que ce qui est politique reste politique, ce qui est diplomatique reste diplomatique, etc. Est-ce que vous vous joignez effectivement à tous ces messages d'apaisement, de paix et de fraternité? Moi, en tant qu'actrice du M5, ce pourquoi nous nous sommes engagés, moi, à mon âge, si je m'engage aux côtés de mes petits-enfants, de mes enfants, ce n'est pas pour rigoler, c'est pour récupérer d'abord l'intégralité de notre pays et c'est pour aller vers un état de droit. On peut discuter après. Tout a été fait auprès des autorités ivoiriennes pour ne pas aller vers autre chose. Mais ils sont allés comment dire, ils ont tous nié à tous les niveaux, du chef d'état-major au président Hassan Ouattara. Tous ont nié avoir connaissance de la situation. Parce que la situation, elle est très grave, d'autant plus que, en plus des 49 mercenaires, il y avait un avion, une cargaison d'armes de guerre. Et comme ils font partie de l'amunissement, mais ils pensaient que, comme d'habitude, ils seraient, parce que l'amunissement leur est un véritable boulevard. C'est ce qui s'est passé. Et la semaine qui a suivi, si j'ai bonne mémoire, Kati a été attaquée. C'était la première fois. Même les mutuelles n'ont pas pu prospérer à Kati. Et Kati, c'est la ville garnison du Mali. Le camp Sundiata héberge le président de la transition. Au camp Sundiata, nos armes sont entreposées. Il y a du fouil, tout. Imaginez que le Mali n'ait pas pu faire face, on ne parlerait plus des 49 soldats. Et puis, je profite de l'occasion que vous me donnez pour saluer tous nos partenaires, en tête desquels se trouve ici la Chine. La Chine et l'Iran a envoyé cette semaine-ci son ministre des Affaires étrangères. Évidemment, pour les nègres blancs, quand vous coupez avec la France sur plus de 190 États dans le monde, vous êtes isolés, ils sont isolés. Et nous, nous ne sommes pas isolés. Et nous avons le soutien de tous les peuples progressistes du monde, les panafricanistes, les marcheurs. Après, justement, les marcheurs du Sénégal, il y a eu des marcheurs guinéens. Absolument. Qui sont venus. Nous avons reçu une délégation. Et voilà. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on doit changer de paradigme. La France doit accepter d'aujourd'hui que plus rien ne sera avant. Et d'ailleurs, dans son discours en Algérie, partout où il va, il s'adresse aux jeunes. Ce n'est pas parce que jeunes lui-même, hein, c'est parce qu'il pense qu'il peut faire de nos jeunes des alliés. Or, ce sont ces jeunes-là qui n'acceptent plus la soumission, qui n'acceptent plus la néocolonialisation et qui n'acceptent plus d'être traités comme des sous-hommes. Absolument. On va finir donc avec peut-être deux petites questions. L'affaire de la plainte qui défraie la chronique, on le disait déjà
au cours de cet entretien, depuis la première partie, le Mali surprend. Le Mali surprend beaucoup. Nous sommes partis de ce fameux discours aux Nations Unies du Premier ministre avec cette expression devenue célèbre finalement, la France nous a abandonnés en plein vol. Oui, mais depuis, le Mali a fait encore plus que ça. Les relations diplomatiques sont quasiment aujourd'hui arrêtées. La force, en tout cas, les forces françaises ont quitté le Mali dans les conditions que tout le monde sait. Il y a eu, même par les diplomates, le ministre des Affaires étrangères français et le ministre des Affaires étrangères malien ont eu des mots dans les Andes comme on n'en a jamais entendu de la part des diplomates. Je pense que dans les écoles de sciences politiques, ça doit être étudié un jour. Et aujourd'hui, que les derniers éléments français, après que ces derniers éléments aient quitté le Mali a constitué un dossier, c'est le cas de le dire, hein, un dossier qui annonce une cinquantaine de preuves et déposé au Conseil de sécurité. Alors, c'est un précédent, ça va créer un précédent énorme dans le cadre des rapports entre la France et les pays africains francophones encore sous son influence, mais aussi peut-être des personnes qui vont s'en inspirer dans d'autres pays africains. Qui l'eût cru il y a encore quelques mois, est-ce que le Mali pouvait arriver jusque-là? Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les ressorts de cette démarche malienne auprès des Nations Unies? Vous avez parlé de l'intervention du Premier ministre en septembre 2021 aux Nations Unies, qui faisait suite aux déclarations inamicales, moi je vais juste appeler ça inamical, de la France. La France, jusqu'à aujourd'hui, traite nos colonels de junte. Or, au Mali, nous n'avons pas de junte pouvoir. Certes, Assimi Goïta fait partie du CNSP qui a été dissous, mais le Premier ministre, c'est le Premier ministre M5. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des civils. Et donc, vous regardez la configuration du gouvernement, 20 militaires et 2 pélés, 3 tonnes civils. Non. On s'est entendu autour de l'essentiel. C'est comme ça que le pays fonctionne désormais. On est en train d'essayer de rectifier tout ce qui nous avait cloué sur place. Après le discours, vous voyez, quand vous suivez la démarche sur le plan diplomatique du Mali, c'est le même ministre des Affaires étrangères qui était là sous Ibeka. Et là, lui ont fait appel. Mais sortez les discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président étant patron des affaires étrangères, donc les discours reflètent la façon de faire ou de voir du gouvernement, du président de la transition. Et donc, vous avez parlé, ils se sont, c'est comme les Français se portaient comme veuves effarouchées. Tantôt, c'est Parly qui sortait, tantôt, c'est le Drian qui sortait, le Drian d'ailleurs qui a pris la main dans le sac au sujet des passeports maliens. Il devait passer devant les tribunaux, il a demandé à être écouté, à être entendu à l'ambassade du Mali, qui du reste n'a plus personne là-bas. On n'a pas d'ambassadeur depuis sous Ibeka parce que celui-là a osé dire ce que les Maliens pensaient
du comportement légionnaire devant certains sénateurs, parce que c'était une commission. Il a été renvoyé. Et nous, on ne renvoie pas comme ça, on ne se comporte pas comme ça. La lecture que tout le monde devrait faire des mesures prises depuis la transition rectifiée depuis juin 2021 sont le fruit d'une mûre réflexion. C'est des mesures responsables et stratégiques. Parce qu'on avait alerté la France plusieurs fois. On a toutes les preuves. Parce que la France, c'est notre armée était déliquescente. L'armée que Ibeka a laissée, que la première tranche de la transition a laissée, c'est des hommes déguenillés, clochardisés, une armée qui n'avait de nom, qui n'existait pas du tout. Et eux ne savent pas, ou alors ils feignent pas savoir que depuis la transition rectifiée, le Mali est en train de faire des sacrifices avec l'aide de partenaires pour réarmer notre armée sur le plan moral, sur le plan sécuritaire et même sur le plan des infrastructures. C'est Barkhane qui donne de l'eau à certains de nos militaires quand ils ne sont pas loin d'eux. Donc, ils n'avaient rien du tout. Il y en a qu'on a tués à cause de ça. Et donc, la France pense qu'on est toujours à l'ère d'Ibeka, sous Ibeka, et qu'elle avait, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, elle était en territoire conquis, mal lui en a pris. Donc, mesure après mesure, ça va crescendo. Tout le monde a entendu le discours du ministre de la Défense à Moscou la semaine dernière. Discours dans lequel il a indexé carrément ceux qui sont à la manœuvre contre notre pays. On a averti la France. On a tout fait. France 24 n'est plus là, RFI n'est plus là. La France devait comprendre qu'elle doit changer de paradigme et d'avoir des relations civilisées avec tous les pays du monde, parce que la France n'agit pas comme territoire conquis. Hein. La France n'agit pas dans les pays francophones. Il vous souviendra que le conflit du Biafra, c'est la France à cause du pétrole du Nigeria. Au Nigeria, avec les Ibo. Colonisé le Rwanda. La France n'a pas colonisé encore moins le RDC, mais la France est partout présente parce qu'elle est devenue un pays prédateur. Moi, je dis que les Français vivent de razzia. Mais ça, c'est fini. C'est fini. Grande sœur, est-ce que vous pouvez, pardon, grande sœur, est-ce que vous pouvez nous donner deux exemples qui peuvent matérialiser les preuves de cette plainte, parce qu'on parle de soutien de la France aux terroristes. Est-ce qu'il y a un ou deux exemples que vous pouvez comme ça nous donner Il y a plusieurs exemples. Je vous dirais que vous avez parlé tantôt de 50 survols de notre territoire depuis la mise du Mali sous embargo. D'accord. Une fois, moi-même j'ai entendu, tout le monde a entendu, que les autorités mettaient la France en garde parce que tout feu éteint, ils ont pu voir un avion qui survolait. Ils venaient pour faire quoi? Ils venaient pour donner à manger, offrir des armes à des djihadistes qu'ils ont eux-mêmes transportés. Parce que les djihadistes là, la plupart sont venus de la Libye. Nous n'avons aucune frontière avec la Libye. Mais ils ont mis leur pour la France, pour les raisons qu'on avait citées au départ. Donc, la France survole notre territoire. La France lâche des ballots. La France lâche des armes. Et dernièrement,
Tessit a été attaqué. Nous avons perdu 42 de nos soldats. Et on a dit que quand il y a eu ratissage après l'attaque, on a retrouvé parmi les 67 cadavres 37 Français. Il faudrait que le Mali aussi, le pouvoir, montre ces cadavres-là. Ce n'est pas cynique, mais ça permettra à l'opinion nationale et internationale de se faire religion. Il y a eu des guerres parmi eux. Il y a eu d'autres nationalités, 67 en tout. Et nous avons perdu 42 militaires, 42 soldats. Et même après ça, rebelote, ils ont essayé d'attaquer encore en Songo vers les 3 frontières. Donc, ils prétextent toujours d'aller vers la lutte contre les djihadistes pour essaimer notre territoire de djihadistes pour les armer. Toutes les motos que nous voyons. Il n'y a pas très longtemps, l'opération Keletigui, si j'ai bonne mémoire, ou Maliko, quand il y a 2 opérations, il y en a une qui a saisi 50 motos. Et personne ne les voit acheter des motos, ni à Bamako, ni ailleurs. Ils ont les motos. Donc, tout ce qui a été reproché à la France a été documenté. D'accord. L'image, il y a tout. Et ça, c'est formidable. C'est formidable de l'avoir documenté pour ne pas porter des accusations en l'air. Je voudrais qu'on termine sur une dernière question. Alors, RFI a fait une annonce il y a quelques jours, une dizaine de jours peut-être. Hein. Disons que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été désavoué par le M5. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui, au vu de tout ça, l'état des enjeux ou des rapports de force dans le M5? On ne peut pas parler de rapport de force au sein d'une organisation telle que le M5. Je vous ai dit ce qui était au départ à la création de EMK qui est devenu M5. Le besoin était là. Les politiques seuls ne pouvaient pas mobiliser au Mali, les religieux encore moins, la société civile pas du tout, parce que pour les raisons que vous connaissez, il y a une partie de la société civile qui est inféodée à des pouvoirs. Donc, M5 a été initié par des hommes au départ, c'était que des gens, nous avons rejoint très tôt, mais la quintessence du M5 est toujours là. Et surtout, la tranche de la jeunesse qui est la force du M5 reste mobilisée. Ce dont on parle là, ce que RFI dit, RFI donne des informations toujours partielles, parcellaires ou tendancieuses. Ça, tout le monde le sait. RFI est là pour aider la France à convaincre tout le monde de ce qu'elle veut faire dans tel ou tel pays, à tel ou tel dirigeant. Bon, RFI et France 24. D'ailleurs, moi, je salue, si vous me le permettez, je salue la résurgence, la renaissance du panafricanisme à travers Alain Foucault. Je crois que l'agent de RFI, aujourd'hui, est devenu activiste. Moi, ça c'était juste une parenthèse. RFI ne dit que ce qu'on lui donne à partir de moi. Il y a eu 5 de nos membres et des chefs de parti dont les partis ne pèsent plus rien. Et dans ce ministre, d'anciens ministres, 4 hommes et une femme. L'ancien Premier ministre, c'est Modibo Sidibé.
Les anciens ministres, c'est députés, de toute façon, et députés. Konimba Sidibé, Cheikh Omar Sissoko, le cinéaste. Kadiatou Sow était même directrice de campagne de Soumaïla Sissi quand ils sont pour les deux partis de l'ADEMA. Et Mohamed Ali Bachili, qui a été le ministre de la Justice d'Ibek. Eux ont voulu ce qui se passe en réalité, et que tout le monde doit savoir, c'est eux qui disent à qui veut l'entendre que le Mali est isolé. Et que parce que le président Choguel, du comité stratégique, est en tant que Premier ministre, et c'est lui qui a insufflé la rupture avec la France. Il ne parle pas, premièrement, au président de notre comité stratégique. Deuxième chose qu'ils n'ont pas du tout accepté, mais alors pas du tout, c'est le fait qu'on ait renvoyé Choguel de la tête du comité stratégique. Or, il a été choisi par le M5, parce qu'il n'était pas simplement le président du comité stratégique, mais parce qu'il était le plus méritant, le plus perspicace, celui qui a tout donné pour que le M5 ne se désagrège pas. Donc, ils ont voulu chasser Choguel de la tête du comité stratégique. De cette façon, ils allaient l'affaiblir parce que nous avons, avec les colonels, un partenariat stratégique. Donc, si vous enlevez la substance, le partenariat stratégique tombe. Donc, de cette façon, vous voulez faire partir celle de la primature. Parce que leur seul agenda, c'est ça. Et ils ne sont pas pris uniquement à Choguel, ils sont pris également aux ministres 5 qui sont au comité stratégique ou alors qui siègent parce qu'ils sont ministres. On va travailler avec qui? Avec qui? Donc, ils voulaient faire sortir ces gens-là, nos ministres, j'allais dire, et le Premier ministre, et s'approprier le M5 et en faire un outil de conquête du pouvoir parce que nous avons appris ici et là la France avait jeté son dévolu sur certains d'entre eux. Voilà ce qui se passe au sein du M5. Ils sont sortis, ils ont écrit, quand ils n'ont pas eu gain de cause, quand le comité stratégique dans sa majorité a dit non, je crois que les gens qui veulent nous faire aller vers la démocratie devaient tout simplement rester et de l'intérieur faire valoir certaines de leurs idées. C'est sûr que toutes les idées qu'ils donnent ne sont pas mauvaises. Okay. Mais eux ont préféré prendre un bout de M5 à coup de communication. Évidemment, ils ont une certaine presse qui a été mise en place par l'ancien régime qui leur déroule le tapis rouge. Ils ont fait une commission, comment dire, une conférence de presse pour se faire appeler, tenir M5 RP Malikoura. Or, Malikoura, c'est vision du M5. Nous voulons aller, Mali en Bambara veut dire un Mali nouveau. Sortir de la malgouvernance, sortir du mal-développement, sortir de la pauvreté qui a été créée et entretenue et faire des Maliens des citoyens. Ce sont des citoyens qui peuvent gérer la cité, qui peuvent gérer une république. Et eux, parce qu'ils n'étaient pas là quand on choisissait ces termes-là. Le choix a fait, c'est fait parce que les gens ont planché là-dessus et c'est avec moult arguments qu'on en est arrivé là. Le Malikoura, c'était
c'est la vision, c'est on devait aller vers le Malikoura. Comment aller vers Malikoura? C'était en refondant l'État malien. Parce que dans tous les compartiments de notre pays, ils sont passés par là. Tout a été cassé et n'eût été le peu de repères qu'on avait, on ne serait pas resté debout pendant plus de 2 ans. Vous l'avez dit vous-même. Voilà ce qui se passe au MCN. Et aucun ne met au défi de regrouper au moins 1000 personnes quelque part. Ils ne peuvent, sauf s'ils vont payer les laudateurs et les amis pour se faire applaudir. D'accord. Ce que j'ai envie de dire à tous les panafricanistes, à tous ceux qui ont engagé aux côtés des Maliens, nous sommes grés. La République leur sera reconnaissante, le Mali leur sera reconnaissant, et à chaque fois que nous aussi, on pourra se tenir aux côtés des autres, nous le ferons, même si nous partons, parce que la génération se renouvelle. Nous avons, comme l'a dit la Grande Royale, comme l'a dit la Grande Royale, nous avons des graines. Les graines ont poussé, la jeunesse est debout. Et même vous, les paniques, vous ne pourrez pas aller loin si vous ne prenez pas cette jeunesse, si vous ne faites pas œuvre de pédagogie, quel que soit le moyen. Je sais très bien qu'on fait taire tous ceux qui veulent faire sortir l'Afrique de l'indignité. Nous vous souhaitons aussi bon courage. Et c'est ensemble que ce continent va avancer, malgré le morcellement. Je pense que si j'avais pouvoir de décision, moi j'aurais demandé, si on pouvait m'écouter, moi j'allais demander d'approfondir nos liens avec la Guinée. Absolument. Qui, sur le plan culturel, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous nous ressemblons beaucoup. Nous savons dire non. Nous savons rester debout, que nos autorités approfondissent les relations avec la Guinée, précisément, parce que c'était prévu de faire Guinée, Ghana, Mali comme fédération. Le Ghana nous a échappé, le Ghana a pris un autre chemin. Mais avec la Guinée, on peut se retrouver. On est des pays miniers, on est des pays pas pauvres, et on peut ensemble créer notre monnaie, une nouvelle monnaie, ou aller avec le franc guinéen sur des bases solides. Et un jour, quand son viendra voir au Sénégal, il nous rejoindra. Parce que nous avons en commun la détestation, la soumission. Vous nous avez gratifié, en tout cas déjà le pays, le Mali, par son action, par sa capacité de résilience. Je pense que tout le peuple africain vous sera reconnaissant de ce que le Mali fait, presque en direct, puisque nous avons, avec les moyens modernes, toutes les informations quasiment en direct. Donc, le Mali inspire déjà. Donc, c'est à nous aussi de remercier le Mali pour ce courage. Le Mali doit remercier les autres Africains, certes, mais les Africains doivent remercier le Mali parce que, figurez-vous que avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il y a une dizaine d'années, c'était exactement comme ça se passait pendant la colonisation ou l'esclavage. La punition de ceux qui, des recalcitrants, on pouvait tout reprocher au président ivoirien, mais la manière qui a été utilisée pour punir Laurent Gbagbo n'est pas acceptable par n'importe quel Africain. Au point de l'envoyer à la CPI avec des dossiers montés bidons, et de prendre 10 ans de la vie de quelqu'un qui a déjà pris un âge aussi important, c'est pas supportable. Donc, que le Mali aujourd'hui reprenne le flambeau et puis fasse tomber le masque de ceux qui hier ont utilisé le Mali, le Burkina, tous les pays de la sous-région. Je pense effectivement au président Alassane Ouattara. Le Mali a permis de faire ce travail-là, de voir quelles sont les convictions profondes des uns et des autres. Donc, nous sommes reconnaissants au Mali
Effectivement, c'est un combat extrêmement important et nous allons le continuer. Ce que vous faites avec tous ceux de votre génération, c'est de continuer à ouvrir la voie pour permettre, en tout cas, votre génération ne peut faire que ça. Vous n'avez pas pu développer le continent, mais vous avez le devoir au moins de laisser des pistes à cette nouvelle génération pour qu'elle puisse les emprunter avec assurance. Et je finirai par dire comment va le Premier ministre de Dr Shogel Kokala Maïga. Son état de santé, comment il se porte? Il se repose parce que la fatigue s'est superposée. Après la mort de Soumaïla, il a pris le flambeau, le FSD, qui est un regroupement de partis et d'associations. Vous savez, un héritage, quand on vous lègue un certain héritage, vous n'avez pas droit à l'erreur. Il y a eu le M5 RFP, je vous l'ai dit dans la première partie, on parle aujourd'hui du M5, ceux qui ont voulu en partir et tout, avec des morceaux. C'est grâce à lui, la perspicacité, que le M5 s'est vivifié, le M est resté. Et ces 14 mois à la tête de la primature l'ont épuisé. 64 ans. Moi, je peux le dire sans avoir peur d'être contredite. Il n'avait pas de temps pour lui, ni pour sa famille. Il ne mangeait pas, il ne dormait pas. Il était toujours entre deux réceptions, entre deux réunions, etc., etc. Ça use. Nous prions le bon Dieu pour qu'il nous revienne très rapidement, mais je crois que ça va. De ce qu'on nous dit, il doit récupérer totalement. Et moi, j'en sais au président de la transition qu'il a protégé parce qu'on ne l'a pas mis sous cloche pour l'emprisonner. Hein. On l'a protégé parce que j'ai jamais vu, du haut de mes 70 ans, j'ai jamais vu une personne qui a subi autant de détestation. Autant de détestation. Ça fuse de partout. Comme on le dit, si grands soient les rois, ils sont comme nous, de simples mortels. Donc ça peut affecter. Ça peut affecter. Moi, je lui fais un gros coucou. Et au M5, nous prions tous pour qu'il reprenne sa place à la tête de l'État et à la tête du comité stratégique. Moi, je vous remercie jamais suffisamment. Et je crois que plus rien ne sera comme avant pour l'Afrique. Il faut que tout le monde le sache, mais avec l'aide des mastodontes comme la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et autres, l'ordre mondial est en train de se configurer. Moi, je veux finir avec ça. Vous qui êtes les jeunes, faites tout, quoi qu'il arrive. On peut vous affamer, on peut vous affaiblir, on peut vous dénigrer. On est des êtres humains, hein. Des fois on vit, mais reprenez-vous toujours. Parce que Dieu est toujours du côté de la vérité. C'est pourquoi nous, au Mali, de pays très très faibles, d'armées inexistantes, aujourd'hui, on en impose à la grande France, entre guillemets, qu'on peut être grand que par des comportements de grands. Reconnaître les autres, leur liberté, égalité, fraternité. En tout cas, la fraternité, je crois qu'ils ont déchiré, ils ont jeté. Absolument. En tout cas, dites au Premier ministre, si vous le voyez, si vous avez la possibilité de faire passer un message, que la Ligue panafricaine Moja Congo, les panafricanistes qui sont dans la mouvance dans laquelle nous travaillons, nous sommes reconnaissants de son travail et qu'il a beaucoup donné. En quelques mois, il a fait plus que les dirigeants qui font 40 ans au pouvoir. Et c'est une référence très importante. Et puis, bon rétablissement au Premier ministre, le docteur
Choquel Kogala Maïga. Merci beaucoup, grande sœur. Merci. Nous allons mettre un terme à cette émission et je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu une femme de combat, une femme de conviction qui ne compte pas son énergie, son temps, qui a une longue carrière derrière elle, mais elle veut encore donner à cette jeunesse. Donc la sœur Kumba Yarissi, qui est au Mali, qui est au cœur des enjeux, qui nous a livré son analyse, l'expérience concrète du terrain, ce que les sociologues de la lutte politique appellent la praxis, en réalité, qui doit compléter nos réflexions théoriques. Nous avons abordé beaucoup de sujets. Vous aurez l'occasion de revoir ça sur le sommaire de l'émission. Merci. Et l'émission va donc prendre fin. Émission Oumo Dianingouvou, l'Union fait la force, la solution panafricaniste. Je vous remercie et à très bientôt.